Alors, les points de départ de mes recherches, parce que moi, je me suis occupée surtout des questions d'éthique, ce qu'on appelle l'éthique appliquée. Et donc, c'était les enjeux éthiques liés au corps. À partir de là, au fur et à mesure que les recherches avançaient, j'ai commencé à me concentrer de façon un peu plus spécifique sur la question de la sexualité et de la pornographie. Et puis, j'ai fait une enquête auprès des adolescents pour essayer de comprendre quel était l'impact. Alors, je sais que je n'ai que 25 minutes, donc je vais essayer d'aller vite, mais pas trop. Disons que l'impact qu'on peut faire, c'est que vous pouvez m'interrompre si par hasard je ne suis pas claire. Et comme ça, on peut déjà commencer un tout petit débat, mais sans trop déborder avec le temps. D'accord. Voilà, vous pouvez mettre là-dessus. Alors, les points de départ, donc je suis philosophe, comme je vous ai dit, et cependant, pour travailler sur un certain nombre de sujets, il faut partir des faits. Alors, quels sont les faits dans les cas de l'impact de la pornographie, notamment sur les adolescents? Parce que les gens que j'ai rencontrés sont des adolescents entre 14 et 19 ans, qui cependant ont eu accès à des images pornographiques déjà à partir de l'âge de 9-10 ans. Donc, ce qui va effectivement déborder plutôt vers l'enfance. Alors, le point de départ, c'est que malheureusement, la quasi-totalité des adolescents sont touchés par les images pornographiques, que ce soit à la télévision, que ce soit pour des cassettes échangées pendant la récréation, que ce soit surtout, et c'est là le problème, sur Internet. D'autant plus que la pornographie qu'on retrouve sur Internet est une pornographie particulièrement violente. C'est une pornographie qui a changé par rapport à la pornographie soi-disant classique, notamment à partir des années 95-96, et c'est une pornographie où il y a une intégration de la violence, comme si on ne pouvait que passer par la violence pour pouvoir vivre la sexualité. Or, le problème qui se pose est, et c'est ça, je dois passer par un certain moment, phase préliminaire. Qu'est-ce que la pornographie? C'est la grande question. Comment distinguer la pornographie d'une simple représentation explicite? Est-ce qu'il y a une différence qualitative? Quelles sont les conséquences pour les adolescents? Donc la question centrale qu'on va se poser est, y a-t-il un rapport entre la consommation, et j'utilise de façon voulu les mots consommation, parce qu'il s'agit vraiment d'un rapport de consommation, la consommation des images pornographiques et la construction d'une part de l'imaginaire sexuel des jeunes et d'autre part de leurs pratiques sexuelles, et puis quel est le rôle des adultes et des parents, mais ça peut-être c'est les points qu'on traitera en conclusion, donc après avoir débattu avec la salle. Vous pouvez changer, merci. Alors, d'abord, une prémisse. Alors ça, c'est typiquement des philosophes. Il y a toujours des prémices. Je vous ai dit, on part des faits. Cependant, il y a aussi des prémices théoriques. Et pourquoi ces prémices théoriques? Parce qu'il ne faut pas tomber dans des pièges. Alors, quels sont les pièges? Il y a deux sortes de pièges. D'une part, ce qui nie qu'il y a un lien quelconque entre l'effet de regarder certaines images et l'effet ensuite d'agir d'une certaine façon. On ne peut pas nier qu'il y a une influence, notamment chez les adolescents, parce que les adolescents sont encore dans une phase particulière de leur vie, donc ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose, et en particulier quand il s'agit d'images pornographiques, parce que le statut des images pornographiques est particulier, comme j'essaierai de vous montrer. Cela dit, on ne peut pas non plus croire qu'il y a un lien de causalité. C'est parce que j'ai regardé certaines images que je vais agir d'une certaine façon. Ça, c'est un lien causal. Or, à chaque fois qu'on a affaire avec la complexité du vécu et la spécificité des individus, on ne peut pas réduire à des simples liens de causalité. Il ne s'agit pas des sciences dures, où si je prends une petite bouteille d'eau et je la laisse tomber, elle tombe parce qu'il y a la loi qui nous explique que tous les poids vont tomber. Dans les cas des individus, ne serait-ce que parce qu'il y a la complexité du vécu et de l'individualité de chacun, c'est plus compliqué que ça. Et en plus, il y a un troisième point, on ne peut pas tout simplement reprocher aux images de faire quelque chose.
C'est-à-dire, là, il y a toute la question de la responsabilité. La responsabilité appartient aux individus. Ce sont les individus qui agissent. Donc, on ne peut pas accuser une image de faire parce que c'est toujours la traduction de ces images et une prise de décision qui amène l'individu à agir. Or, le problème, évidemment, j'anticipe sur les diapos, le problème est que les liens qui existent entre les images pornographiques et les spectateurs est un rapport particulier, très différent par rapport aux autres images. Et pourquoi? Est-ce que vous pouvez changer tout de suite des diapos? Parce que ce qui se passe en général dans les rapports du spectateur en image, c'est que le spectateur peut prendre une distance. C'est-à-dire, on regarde quelque chose et on a justement la capacité de juger. Il y a la possibilité de mettre cette image en rapport avec ses propres convictions, ses propres valeurs, son propre vécu. Et donc, on peut prendre une certaine distance par rapport à l'objet qui est représenté. Parce qu'une chose importante, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'image, il y a 3 points. Il y a l'objet représenté, l'image qui représente l'objet et les spectateurs. Or, les spectateurs ont une fonction importante parce qu'ils regardent l'objet et donc il y a une forme après de prise de distance par rapport à cet objet, au point qu'on dit en général que les images sont des lieux de passage. C'est-à-dire, ils ne font que traduire dans un contenu figuratif quelque chose, mais le quelque chose qui est représenté ne se réduit pas à l'objet, parce que le spectateur regarde l'image qui lui communique quelque chose, prend une distance et va intégrer l'objet représenté à l'intérieur de son monde. Or, le problème, c'est que dans les images pornographiques, cette distance n'est plus possible. C'est-à-dire, ce sont des images, comme je vais essayer de vous expliquer assez vite, qui ont une caractéristique particulière qui est celle d'avaler les spectateurs. C'est-à-dire, aucune distance n'est possible, et ça pour différentes raisons. C'est-à-dire, ce sont des images qui ont un statut particulier. Alors, pour arriver à montrer quel est ce statut particulier, tout d'abord, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'est une image pornographique? Peut-on distinguer la pornographie de l'érotisme ou, comme le disent certaines, ce qui était pornographique dans le passé, aujourd'hui est érotique, et donc ce qui aujourd'hui est pornographique, demain sera érotique. Or, ça signifie banaliser et relativiser. Parce que je suis convaincue, et j'essaierai de vous montrer, qu'il y a quelque chose de spécifique qui ne change pas dans le temps et qui caractérise la représentation pornographique. La différence entre érotisme et pornographie qui, en général, est mise à l'avant. Alors là, je me permets de faire une parenthèse. Là, je vais résumer de façon très brève tout un discours sur lequel, c'est-à-dire toute cette distinction entre érotisme et pornographie, je l'analyse dans un livre qui s'appelle « La pornographie ou l'épuisement du désir », où il y a effectivement toute l'analyse du pourquoi la pornographie a un statut particulier. Donc là, je suis désolée pour le temps et pour arriver à l'objet, je suis obligée d'aller vite. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que en général, on a tendance à croire que la différence entre érotisme et pornographie s'est réduite à quelque chose qu'on peut dire l'érotisme est implicite, subtil et noble, là où la pornographie est explicite, grossière et ignoble. Mais d'un certain point de vue, cette distinction ne nous dit rien. D'abord parce que ce n'est pas tellement une question d'implicite-explicite. Ce n'est pas, là je me permets d'utiliser une expression peut-être un peu forte, ce n'est pas la quantité de chair que l'on montre qui fait si qu'on parle d'images pornographiques. On peut avoir des images explicites qui ne sont pas pornographiques, mais ce sont particulières parce qu'elles ont un caractère spécifique. Exactement comme, par exemple, les critères subtils ou grossiers, nobles, ignobles. Là, on tombe dans la question, dans la notion des goûts ou dans la notion des regards moraux
contre lesquels je n'ai évidemment rien, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser les regards moraux avant de donner une définition. Il faut d'abord essayer de définir et ensuite, sur la base de la définition que l'on donne, on peut prendre une position et dire, écoutez, ça fait problème, effectivement. Donc, le problème n'est pas dans ce regard plus ou moins chirurgical, plus ou moins, parce qu'évidemment, il y a des exceptions. Quand on va vraiment se focaliser sur des détails, là, effectivement, on bascule côté pornographie. Mais c'est surtout dans la qualité de ces images, c'est-à-dire quelle est la vision qui nous est donnée de l'individu dans la pornographie. Alors, entre parenthèses, non, pas entre parenthèses, mais je dis, il y a une frontière qualitative et entre parenthèses, j'ai mis envahissement sans précaution. Qu'est-ce que je veux dire par là? Résumant de façon très vite, on peut dire que dans la pornographie, il y a une réduction de la personne à son corps et de son corps à un assemblage des parties morcelées. C'est-à-dire qu'il y a un processus de glissement à partir duquel l'individu, avec tout ce qui les caractérise, donc avec son désir qui est fondamental dans la question de la sexualité, n'est plus là. Au point qu'on peut arriver même au paradoxe de dire, qui n'est pas tellement un paradoxe, qu'au fond, la pornographie, ce n'est pas une représentation de la sexualité, mais c'est plutôt une négation de la sexualité. Or, pour vous essayer, là aussi, je suis obligée d'aller très vite et je me contenterai de vous donner quelques éléments sur celle que j'appelle la pornographie classique, c'est-à-dire je ne vais pas m'étendre sur la pornographie contemporaine plus hard avec l'introduction de la violence, mais on se rend bien compte des problèmes si on va analyser la structure d'un point de vue même formel de ces images. Tout d'abord, ce sont des images qui sont construites de façon, entre guillemets, très rigoureuse. Donc, il y a par exemple des lieux privilégiés qui sont toujours les mêmes, mais surtout, il y a des activités de base qui sont toujours les mêmes et qui deviennent quasi obligatoires, au point que cette sorte d'accouplement des corps, parce qu'il ne s'agit pas d'une rencontre, suit un certain nombre de règles qui sont toujours les mêmes. Donc, le problème est qu'il y a une forme de normativité dans les images pornographiques qu'on a tendance à oublier. Vous savez qu'en général, l'argument qu'on utilise, certains utilisent pour défendre la pornographie, est que c'est l'image même du fait qu'il y a une liberté. Or, le problème, c'est que c'est exactement l'envers qui se passe dans la pornographie. En proposant des hommes et des femmes qui sont toujours... c'est-à-dire ils ont toujours des caractéristiques bien définies. Et des hommes et des femmes qui accomplissent toujours les mêmes gestes, la pornographie n'est fait que construire et normer l'activité sexuelle. Donc il n'y a plus de place pour la liberté, pour la rencontre et pour la responsabilité. Donc il y a toute la question de la performance qui est très important, surtout chez les adolescents. Parce que des adolescents qui vont regarder beaucoup d'images pornographiques ont dans la tête l'idée que pour pouvoir vivre la sexualité, il faut être à l'auteur des images qui sont montrées par la pornographie. Mais, et là j'arrive à un point fondamental à propos du statut de l'image, je vous avais dit tout à l'heure l'image comme lieu de passage entre l'objet représenté et les spectateurs. Le problème est que ce passage n'est pas possible avec les images pornographiques parce que ce sont des images dont le statut est ambigu. Et pourquoi c'est un statut ambigu? Parce qu'il y a un mélange non explicite entre fiction et réalité. C'est-à-dire, d'une part, il s'agit d'une fiction, parce qu'évidemment, il y a une mise en scène, il y a un réalisateur, il y a des acteurs, il y a la caméra. Donc, tout ça relève de la fiction. Mais, à la différence de toutes les autres fictions, il y a l'intrusion d'une partie des réalités. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? L'acte sexuel a lieu. La pénétration est une vraie pénétration. La jouissance aussi. Alors, je ne vais pas choquer personne, mais un des signes caractéristiques des images pornographiques, par exemple, est l'éjaculation à l'extérieur du corps de la femme.
pour montrer au spectateur que la jouissance a eu lieu. C'est l'élément de réalité qui empêche au spectateur de comprendre s'il est en train de regarder un film ou un documentaire. D'ailleurs, souvent, quand on parle avec les adolescents, ils disent « mais au fond, la pornographie, c'est un documentaire sur la sexualité ». Parce que c'est réellement, les acteurs sont des acteurs, mais en fait, ce sont des gens qui aiment beaucoup avoir des relations sexuelles, et donc ils ne font que se faire filmer en même temps qu'ils ont des relations sexuelles. C'est-à-dire, si je pars trop vite, là, c'est toujours le problème du temps. Alors, on a la sensation que si on part vite, on gagne du temps. Mais ce n'est pas toujours vrai parce qu'après, on n'explique pas bien. Je suis désolée. En plus, avec mon accent. Donc, il y a effectivement ces mélanges qui ne permettent pas de comprendre, notamment quand il s'agit d'adolescents, en face de quoi ils sont. Et donc, ils ne peuvent pas prendre cette distance. Donc, d'un certain point de vue, les caractéristiques, d'une part, il y a cette caractéristique formelle, mélange de fiction et réalité, qui empêche une prise de distance. D'autre part, la normativité, c'est-à-dire la pornographie montre presque comment les choses doivent aller, ce qu'un homme doit faire pour être vraiment un homme, ce qu'une femme doit vraiment faire pour être vraiment une femme. Donc des rôles qui sont bien définis et qui vont influencer la réalité. Et en plus, ça se fonde sur un mensonge, il y a un piège, non seulement les pièges du mélange entre réalité et fiction, oui, mais l'autre piège est que l'idéologie de la pornographie est celle de dire on va tout vous montrer. Et en fait, le problème, c'est qu'en réalité, elle ne montre rien, elle efface. Et c'est quoi qui est effacé? La chose qui est effacée, il y a deux choses qui sont effacées. D'une part, la question du désir, qui est fondamentale, sur laquelle, si j'ai du temps, je vais revenir tout à la fin, peut-être dans la conclusion, parce que je pense que c'est sur la notion du désir qu'il faut insister beaucoup auprès des enfants et des adolescents. Et en plus, ils effacent complètement la question du mystère. C'est-à-dire, quand je vais à la rencontre de l'autre, rien n'est déjà fixé à l'avant. L'autre est toujours un énigme. Le problème de la pornographie, c'est que l'autre n'est plus un énigme, n'est qu'encore à consommer, à prendre. Je te prends, je t'utilise, je te jette. Là où dans la pornographie, là où la sexualité, c'est une rencontre. Et c'est une rencontre qui s'ouvre au mystère de l'autre, c'est-à-dire l'autre est là avec sa propre différence, et c'est à deux qu'on se découvre et qu'on peut aller de l'avant, c'est-à-dire on peut construire quelque chose. Donc là, on passe, parce que je n'ai pas le temps, je vois que le temps passe vite, parce que je voulais effectivement... voilà. Donc, il y a cet effacement du mystère avec l'autre piège sous-jacente, c'est-à-dire l'idée est celle de dire on va vous montrer l'effet que vous êtes libre de tout faire et on va ainsi effacer complètement l'angoisse qui entoure la sexualité, parce que dès qu'on parle de sexualité, il y a une partie de l'angoisse qu'il faut reconnaître chez chacun de nous. Le problème est qu'il y a un engendrement d'une forme différente d'angoisse. Parce que, étant donné que l'autre est réduit à objet de consommation, on peut les consommer. Donc, c'est exactement le contraire de la question du désir. Là où, quand je désire quelqu'un, je vais vers lui tout en sachant que l'autre reste autre et que je ne peux pas l'avaler comme s'il s'agissait d'un morceau de pain. Et qu'il y a toujours un manque ontologique chez chacun de nous, la faille ontologique chez tout être humain. Dans la pornographie, en revanche, il y a cette espèce de mensonge, c'est-à-dire il n'y a pas de faille, on peut tout combler. Et ça, c'est quelque chose qui fausse complètement la rencontre avec l'autre. Mais la fausse non seulement pour la personne qui est consommée, mais aussi pour la personne qui croit consommer. Parce qu'à ce moment-là, il se trouve pris dans une chaîne presque boulimique des consommations à outrance d'autrui. Parce qu'en même temps, la faille ontologique ne pourra jamais être comblée. Il y a une phrase très belle dans une lettre que Camille Claudel écrit à son frère, qui dit, à un certain moment, il y a toujours quelque chose d'absent qui me persécute. Or, moi, je trouve que c'est une des phrases les plus belles pour expliquer la finitude humaine. Et la sexualité n'est rien d'autre qu'une expression de cette finitude.
Alors voilà, là j'arrive enfin à la question des adolescents, mais je suis désolée, je ne pouvais pas aller tout de suite sans vous donner un certain nombre, au moins je crois, sans vous donner un certain nombre de prémices de ma réflexion philosophique. Or, j'ai rencontré beaucoup d'adolescents, j'ai fait passer des questionnaires, mais la chose la plus importante, c'est qu'on a fait des entretiens avec un médecin scolaire. Ce sont des entretiens qui ont duré beaucoup de temps, parce qu'on a dû prendre le temps de laisser la parole se libérer. Alors, on a eu des résultats qu'on s'attendait, c'est-à-dire les deux extrémités, ceux qui n'ont aucune distance et qui collent complètement, et ceux qui, en revanche, ont une distance. En général, ça dépend, je ne vais pas revenir sur des lieux communs, mais malheureusement, ça dépend beaucoup du milieu, de la culture, mais surtout, indépendamment du milieu, de la culture, de la présence des parents et des adultes. Une présence qui ne se réduit pas à une présence physique, c'est une présence des paroles, la possibilité d'échanger. La chose qui m'a étonnée, parce que je n'attendais pas ça, quoique tout en sachant l'ambiguïté des images pornographiques, j'aurais dû attendre ces résultats-là, c'est que la majorité des adolescents, filles et garçons confondus, ont une attitude très ambiguë. Et c'est là, surtout, que je trouve que ça pose un problème. Alors, je vais vous faire deux exemples pour vous expliquer. Vous pouvez, excusez-moi, simplement descendre un tout petit peu parce que c'est écrit filles. Alors, cette ambiguïté, ça se manifeste de façon différente chez les filles et chez les garçons. Alors, chez les filles, là, j'ai reporté des morceaux. Alors, tout ça, on les retrouve dans l'ouvrage qui s'appelle Alice au pays du porno, où il y a effectivement tous les entretiens et l'analyse des entretiens. Donc là, encore une fois, je suis obligée de vous donner des bribes. Alors, chez la majorité des filles, on a l'idée que la pornographie, la conviction que la pornographie, c'est une fiction, mais en même temps, et c'est ça le paradoxe, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas, une fiction qui idéalise l'acte sexuel. Alors, il suffit de lire. Tout est beau, alors que dans la réalité, c'est autrement. Il y a des angoisses, des hésitations. Donc, la pornographie, c'est enrichissant dans le sens où on peut voir ce que ça donne. Mais si on programme trop, après, on ne fait rien du tout. C'est des illusions parce que c'est toujours tout beau. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a l'idée que dans ces images pornographiques, tout fonctionne. C'est le discours que je vous ai dit, toujours les mêmes gestes et tout a toujours les mêmes résultats. Il n'y a pas de rencontre parce que tout de suite, il y a des actes. Il y a des actes qui se terminent, entre guillemets, bien avec la jouissance des uns et des autres. Donc, elles regardent ça et elles se disent, ce serait beau si la réalité c'était de cette façon. Donc, ils se disent, c'est une fiction parce que dans la réalité, en fait, il y a la peur, il y a l'inconnu, il y a les hésitations. Alors, le problème, c'est qu'au lieu de se recentrer sur ces peurs et ces hésitations pour comprendre que c'est justement une façon d'aller à la rencontre de l'autre, elle prend distance de la réalité et elle voudrait presque que les choses puissent aller comme dans la pornographie, tout en reconnaissant que, et c'est là qu'on voit une forme de clivage, la femme est toujours traitée comme un objet sexuel. Donc qu'il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas d'amour, et que c'est toujours l'homme qui décide et qui guide. Alors la chose qui m'a étonnée, c'est que quand j'ai essayé de montrer qu'il y avait une quasi-contradiction entre le fait de dire « tout est beau », c'est toujours l'homme qui décide, elle n'arrivait pas à voir les liens. C'est-à-dire elles sont complètement prises à l'intérieur de ces pièges, justement parce qu'il n'y a pas cette distance. Chez les garçons, c'est encore plus inquiétant de mon point de vue, parce que cette ambiguïté de la pornographie a comme conséquence un véritable clivage entre sexualité et amour. Alors, la pornographie est considérée comme la reproduction d'une certaine réalité. Alors, c'est quoi cette certaine réalité? On va les écouter. À partir du moment qu'on reproduit un film, il y a toujours de la réalité. Alors, il y a cette confusion que si on reproduit quelque chose, c'est parce que c'est de la réalité. Et donc, cet mélange, effectivement, est-ce qu'il s'agit d'un film, est-ce qu'il s'agit d'un documentaire? Puis, et c'est là le problème, avec certaines filles faciles, on peut faire à peu près ce qu'on voit dans les films X.
Quand on voit des films porno, c'est de la baise, tandis que quand on est avec une copine, tu l'aimes. Alors, quel est ça? En fait, au fond, la pornographie va renforcer un vieux stéréotype qui veut que les femmes peuvent être distinguées en des groupes. D'une part, il y a les filles faciles, problème. Qu'est-ce qui fait qu'une fille est facile? Et là, c'est la question. Et d'autre part, il y a les filles qu'on idéalise, avec qui on voudrait faire sa propre vie, mais avec qui on a un blocage au niveau sexuel. Parce que, étant donné que l'image qu'ils ont de la sexualité est l'image qui est donnée de la pornographie, ils savent qu'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas, donc ils veulent la vivre, mais avec des femmes objets qu'ils méprisent. Ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas la vivre avec la personne qu'ils aiment. Ce qui, évidemment, crée des problèmes énormes au niveau des rapports entre filles et garçons. Et moi, je n'ai pas le temps de développer ça, mais ce qui est aussi inquiétant, c'est que cette position, parfois, elle est acceptée même par les filles, qui jugent très mal les filles faciles, mais encore une fois, qui sont les filles faciles? Voilà, j'ai fait un lapsus. Parce que justement, les filles les plus fragiles, celles qui n'arrivent pas à se protéger, celles qui ont tellement peur de perdre l'amour de leurs copains qui, à la limite, tout en souffrant de façon atroce, acceptent de coucher avec plusieurs mecs, les viols collectifs. C'est un autre thème, mais tout est malheureusement lié. Alors d'ailleurs, il y a eu récemment un petit bouquin qui s'appelle « Les scandales des tournantes ». Tournantes, c'est les mots qu'utilisent les adolescents pour qualifier les viols collectifs, d'un sociologue qui prétend faire une contre-enquête sociologique et qui se limite à dire que tout ça, c'est un coup des médias, tout en analysant 25 dossiers judiciaires sans jamais rencontrer des filles et des garçons. Alors, je ne sais pas si quelqu'un de vous a eu l'occasion de les voir. Moi, j'avais écrit un petit article très violent contre ces bouquins qui a été paru dans les Figaro littéraires il y a quelque temps. Si j'ai plus de temps. D'accord. Non, mais je vais de toute façon, je vais effectivement terminer parce qu'en ce qui concerne après ce qu'on peut faire, on va y revenir probablement dans la conclusion. Alors, il faut savoir que, ça j'ai dit des choses que tout le monde connaît, parce qu'à ce moment-là, bon d'accord, il y a Internet, il y a la pornographie, il y a ce genre de réactions, mais il y a aussi quelque chose qui est là et qu'il faut savoir, c'est-à-dire l'adolescence, c'est une période très riche, il y a un bouillonnement d'énergie, il y a effectivement la découverte de la sexualité, mais c'est surtout les moments où on cherche des réponses. Alors, ce qu'ils disent les adolescents, c'est souvent, on va chercher la pornographie parce que comme ça, on apprend. Mais qu'est-ce qu'ils veulent apprendre, au fond? Au fond, ce qu'ils veulent apprendre, c'est comment rencontrer l'autre. Le problème est qu'à partir du moment où les seuls documents, appelons-les comme ça, qu'ils trouvent, sont des documents pornographiques, ils croient qu'il n'y a pas de rencontre, sauf si on se met dans une démarche de consommation. D'où la nécessité de montrer, d'un point de vue positif, d'une part de déconstruire les langages pornographiques, mais d'autre part d'essayer de pouvoir donner effectivement des réponses, notamment sur la question du désir, parce que les jeunes sont toujours à la recherche des points de repère. Je crois que c'est la dernière que j'avais mis pour cette première phase. Alors là, il y a un point très important sur lequel je tiens beaucoup, c'est-à-dire on ne peut pas nier qu'en nous, tout est influencé, en nous, c'est-à-dire en ce qui concerne les êtres humains, tout est influencé par la sexualité. Que ce soit les rapports au monde, que ce soit les rapports à la vie, que ce soit les rapports à l'autre, que ce soit les rapports à la foi. Il y a une dimension sexuelle, sexuée. On est des êtres sexués. Alors, le problème est évidemment toute la question, mais qu'est-ce qu'est alors la sexualité? Et c'est là que je devrais partir pour 1 heure pour essayer d'analyser les concepts des désirs. Mais ce n'est pas le lieu, je n'ai pas le temps. Bon, je l'ai fait en partie dans mes ouvrages. Le problème est que par rapport aux jeunes, et c'est ça quelque chose que je critique beaucoup, j'ai essayé de le dire, mais apparemment on ne veut pas m'entendre, on ne peut pas faire semblant que les jeunes ne regardent pas la pornographie. Signifie être dans un déni des réalités. Alors, il ne s'agit pas de s'affoler, mais il ne s'agit pas non plus d'être dans un déni. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
sinon prendre acte de la situation et effectivement essayer de donner des repères autres, parce que sinon on les laisse tout seuls devant la pornographie, mais un discours que je n'ai pas fait, mais qui... Est-ce que vous avez jamais regardé la presse pour les adolescents, genre jeune, jolie, 20 ans? Là, il y a un langage qui est un langage pornographique. La sexualité, elle est réduite à un certain nombre de règles qu'il faut suivre pour pouvoir, là encore, arriver à avoir une sexualité épanouie. C'est tout ça qu'il faut déconstruire et montrer qu'au fond, mais je n'ai pas le temps de développer ce qu'il y a derrière la sexualité. C'est la finitude, c'est les désirs, c'est les manques, c'est les mystères, c'est l'autre qui est là et qui fait barrière à une volonté de toute puissance qui, en revanche, est à la base des images pornographiques. Je vous remercie beaucoup, j'espère de n'avoir pas débordé. Merci, Michaela Marzano. Et tout de suite, une deuxième conférence avec Nicole Devels, qui est conseillère conjugale, responsable d'un service de conseil conjugal chrétien à la cause. Michaela nous a parlé du lien entre pornographie et adolescence. Je vais peut-être poser le micro, excusez-moi. Voilà. Non. Et je voudrais maintenant que nous puissions compléter cet apport très riche par deux autres choses. Et d'abord souligner le titre de notre réunion, Enfance et pornographie. Et voilà une chose qui peut-être nous trouvons dramatique, mais qui est la vérité, c'est que même nos enfants, avant les adolescents, sont confrontés aussi à la pornographie. Alors peut-être que ce sujet nous heurte dans nos sensibilités, peut-être que nous sommes un peu choqués, mais en même temps, il nous faut, sans dramatiser, voir les choses avec réalisme, comme vient de le dire Michaela. Nous sommes avec des moyens d'accueil de la pornographie au cœur de nos foyers. Alors, avant, c'était les journaux dans les kiosques, et puis les films qu'on voyait dans des cinémas vraiment qui avaient l'air honteux. Aujourd'hui, c'est chez nous. Quiconque a un ordinateur, quiconque a Internet branché est... un possible réceptacle de cette pornographie. Et on ne demande pas quel est l'âge de la personne qui s'installe devant l'écran. Et puis, il y a ces fameuses cassettes qui circulent à tout âge. Dans une classe de CM2, une enquête a montré que la moitié des garçons et 25% des filles à 10 ans avaient vu un film X. Sur l'ordinateur, Cécile, 12 ans, fait une recherche sur les volcans. Elle tape le mot « éruption ». Bruno, 10 ans, cherche à voir comment marche son ordinateur. Il tape MacOS 10, mais 10 c'est X. Et chacun se trouve inondé de sites et de propositions, quand ce n'est pas les spams qui veulent nous vanter comment avoir un sexe plus gros et plus fort. Face à ces images, la première chose à dire, c'est que ces enfants, je parle bien des petits-enfants, ne les ont pas cherchés, absolument pas. Donc ils sont pris dans une agression totale. Ils sont surpris et quelque part sidérés dans le sens d'une incapacité à faire face. Se greffe souvent un sentiment de honte parce que malgré tout, ils se doutent bien qu'il y a quelque chose là qui a un rapport avec le mal. Et du coup, lui-même se trouve comme pris en faute d'être face à l'image. Il est humilié par le fait d'être devant un spectacle qu'il n'aime pas et qui pourtant est là. Il est choqué parce qu'il ne peut pas comprendre exactement de quoi il s'agit. Et donc, comme il n'a pas cette possibilité d'interprétation de l'image, il se trouve prisonnier. Encore plus avec la violence dont on a fait déjà allusion, à laquelle on a fait déjà allusion, une violence qui peut paniquer. Ces images ne sont pas faites pour lui. Elles déboulent dans sa vie, dans son expérience, avant même qu'il ait eu connaissance, bien sûr par l'expérience, mais même par l'explication de ce qui se passe dans l'intimité homme-femme. Alors, à une époque où on explique qu'il faut être attentif aux questions des enfants pour y répondre sans les éluder,
mais ne pas non plus aller trop vite pour les laisser faire eux-mêmes émerger leurs questionnements, eh bien, on a la pornographie qui vient comme un rouleau compresseur, qui écrase tout. Avant la plus petite question, des réponses qui sont les mauvaises réponses. Enfin, elle transforme cet enfant en voyeur. Et il n'a pas à voir. Très rapidement, la Bible ne parle pas de pornographie ni de pédopornographie, mais à une époque où il n'y avait ni film ni photo, bien sûr, les peuples anciens cultivaient leur délire sexuel d'autres manières, dans des lieux de débauche, par exemple dans ces prostitutions sacrées des peuples avoisinant Israël, ou bien par les cris. Dans l'Ancien Testament, on trouve donc plutôt des traces qui concernent la prostitution. Et avec cette phrase des Proverbes, attention, ces prostituées sont dangereuses comme un puits étroit. J'ai envie de reprendre cette expression, la pornographie est dangereuse comme un puits étroit pour nos enfants, parce que quand on y tombe, il y a comme un effet destructeur et duquel aussi on a du mal à sortir, avec toutes les notions de dépendance, de perte de l'estime de soi. Et puis, bien sûr, la pornographie foule complètement au pied cette notion qui lui paraît dérisoire de l'adultère et qui est au cœur de nos 10 commandements. Pour revenir aux enfants, une interdiction du livre des Lévitiques, plutôt une série d'interdictions, peut orienter un petit peu notre réflexion sur les interdictions entre les relations sexuelles intergénérations. Et là, je crois que ça pointe du doigt vraiment une réalité. Ce qui se passe dans la chambre des parents n'a pas à être vu par les enfants. La sexualité adulte n'a pas à être vue avec les yeux par les plus petits enfants. C'est-à-dire qu'il y a là un domaine qui est encore un domaine du mystère, si j'ose dire, du sacré, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose là qui est autre et qui n'est pas pour eux. Nos enfants, donc, ont besoin d'être protégés dans ce domaine et nous pourrons, dans le débat, revenir sur la question du comment. Il faut voir qu'on ne se bat pas contre une chimère, mais contre une réalité très forte, étant donné que cette industrie du sexe est devenue l'industrie du siècle, une des plus rentables pour toutes les mafias sans scrupules. Le deuxième point de mon intervention concerne la pédopornographie. Et là, on change, c'est-à-dire non plus l'enfant qui regarde un film porno, mais l'enfant qui est sujet. Je pense que ça nous fait encore plus frémir, mais c'est une réalité. La Convention internationale des droits de l'enfant a dû établir des articles concernant cette question. Et dans l'article 34, je vous livre juste une ligne. Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation et de violence sexuelle, notamment que les enfants ne soient exploités aux fins de production de spectacles de caractère pornographique. Malheureusement, cette réalité existe et existe tellement que la toile en est submergée. Nous cantonnons donc à la pornographie des enfants et non même pas à la prostitution enfantine qui est un autre drame colossal. Je voudrais vous faire part du fait que le Conseil de l'Union européenne a pris des décisions cadres, parce qu'elle considère qu'effectivement le problème est grave à cause de l'avancée technologique de l'Internet. Premièrement, juste une petite définition, parce que quelquefois nous ne sommes pas nous-mêmes très à l'aise. Enfant, ça veut dire simplement toute personne âgée de moins de 18 ans. Et pédopornographie, c'est tout matériel pornographique sur lequel apparaît un enfant réel, participant à un comportement sexuellement explicite ou s'y livrant, y compris simplement l'exhibition de ses parties génitales. Mais aussi une personne réelle qui paraît être un enfant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contourner la loi en utilisant un adulte qui est grimé de façon à être un enfant, parce que ça aussi c'est interdit. Et aussi des images réalistes d'un enfant qui n'existe pas, c'est-à-dire les images virtuelles. Ça aussi, c'est interdit. C'est interdit, c'est-à-dire que la Convention du Conseil de l'Europe a promulgué donc, cet arrêté qui est valable en Europe. Il s'est mis en place un rapport du Forum des droits sur l'Internet, constitué par le ministère de la Justice et une quantité d'associations et de parties prenantes,
soit des gens qui travaillent professionnellement sur le net, soit des personnes qui font partie d'autres associations protégeant l'enfance. Ce rapport du Forum des droits sur l'Internet que j'ai là est grave, parce que ce n'est pas le travail de telle ou telle association un peu militante, c'est un travail fondé par des gens qui ont toute la prudence requise pour analyser les chiffres et qui nous livrent pourtant des chiffres terribles. Je vous en énumère que quelques-uns. Interpol recense 200 000 images pédopornographiques saisies sur Internet. Le CNAIP, c'est-à-dire Centre national des images pédopornographiques, recense 400 000 photos. L'ANDRAP a reçu 3 000 signalements de fichiers pédopornographiques. La Brigade de protection des mineurs à Paris a traité 96 affaires en 2003 et prévoyait d'en traiter 300 en 2004, simplement parce qu'elle avait reçu des moyens supplémentaires pour traiter les affaires. En Grande-Bretagne, la hotline de l'Internet Watch Foundation a reçu en 2003 plus de 15 000 signalements de contenu pédopornographique. Aux États-Unis, l'organisme équivalent, 26 000 signalements. Une association italienne a identifié 17 000 sites en 2003. Ces chiffres nous disent que c'est une réalité invraisemblable et envahissante. Mais ne baissons pas les bras, la lutte est possible. Elle existe. Et nous avons périodiquement des grandes coopérations européennes ou internationales pour essayer de suivre les fichiers, d'identifier les lieux de production, là où les sites sont hébergés, et d'arrêter un certain nombre de gens dans toute une chaîne. On vient d'entendre parler de cela à Palerme. Avant, il y avait la grande opération Cathédrale qui a permis d'arrêter dans 13 États 100 personnes différentes. Internet n'est pas un vide juridique. Simplement, il faut que tout le monde veuille se donner les moyens de collaborer en respectant ses responsabilités et en agissant. Il y a par exemple une convention sur la cybercriminalité qui a été à Budapest en 2001, signée par 33 pays européens, plus les États-Unis et le Japon, malheureusement pas la Russie, qui pourtant héberge un certain nombre de sites pédopornographiques. Mais par exemple, cette convention tarde à être ratifiée, seulement 8 pays l'ont ratifiée et même pas encore la France. Donc il y a du travail. Il y a une coopération internationale sans laquelle la lutte n'est pas possible. Concrètement, ce sont quelque part dans le monde, à droite et à gauche, des centaines d'enfants exploités, contraints, traumatisés. Et ailleurs, des adultes qui se repaissent confortablement de ces images, une horreur insoutenable pour laquelle notre indifférence ou notre lâcheté n'est absolument pas de mise. Et puis, troisième point, de la pornographie à la pédophilie ou à la prostitution. Là, je m'engage un peu, mais je ne peux pas m'empêcher de faire une sorte de pointillé. Les affaires de pédophilie se succèdent et on entend dans les journaux, on entend à la radio, on lit dans les journaux des récits monstrueux qui nous glacent, avec des viols, des incestes, des tortures, etc. Et puis, on n'entend pas, mais on ne fait pas attention, mais on entend détention de matériel pédopornographique. Ça fait partie de toutes les grosses affaires. Mais en fait, l'affaire est si grave qu'on n'y prête guère attention. Pourtant, il y a là le signe manifeste d'un lien dans toute cette mafia entre les images et la réalité. Bien sûr, j'ai entendu ce que Michaela disait avec le lien de causalité. On ne peut pas simplifier les choses ni nier la responsabilité individuelle de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que les mêmes mafias utilisent une chose et l'autre. Un exemple, les réseaux de prostitution infantile en Asie utilisent des images pour appâter les clients et qu'ils viennent sur place. Un autre exemple, dans le cadre de la prostitution. Le livre noir de la prostitution, un ouvrage qui a été commandé par la Fondation CEL et d'autres organismes qui s'occupent de lutter à tous les niveaux contre la traite et l'esclavage des êtres humains. Dans les interviews de prostituées, il a été montré combien la pornographie avait aidé à les inciter à cette voie, et notamment dans leur jeunesse. C'est pour ça que j'en parle. Je vous cite ce témoignage. L'un des points communs que nous avons découverts entre prostituées, c'est que nous avions toutes été introduites dans la prostitution par la pornographie, et nous avions toutes à cette époque moins de 18 ans. J'avais 16 ans, raconte une autre, lorsque j'ai rencontré l'homme qui m'a amenée à la prostitution.
j'étais influençable et surtout très seule. Les proxénètes s'intéressent surtout aux très jeunes. Elles sont malléables et cela correspond à la demande des clients. Une fille, Christelle, raconte. Elle a 21 ans, se prostitue depuis 4 ans. À 14 ans, elle a rencontré un homme, style protecteur. Pendant 3 ans, il lui a fait voir des films pornographiques tous les jours pour la former et l'envoyer sur le trottoir. Heureusement, après, elle a commencé à réagir. Plainte, incarcération, et elle est libre. Mais Christelle, c'est un nom d'emprunt, est détruite. Et le seul moyen qu'elle va trouver pour gagner sa vie est d'aller dans les salons pipe. De toute façon, dit-elle, pour moi, ma vie est foutue d'avance et souffrir, j'en ai l'habitude. Voilà une des traces de ce fil conducteur qui mène à l'autodestruction, qui est bien quand même le témoignage d'une destruction totale, c'est-à-dire d'un désespoir total. D'autres signes sont à pointer du doigt dans différents témoignages, et j'en ai reçu personnellement aussi en entretien, des personnes qui ont été victimes d'inceste ou d'abus sexuels dans leur enfance, ont été conduits à certaines pratiques avec l'adulte abuseur à l'aide d'images, de journaux ou de films pornographiques, comme pour les préparer à ce qu'ils devaient vivre. Il y a, pour revenir au net, encore un problème. C'est le fait que ce moyen, cette technique, puisse conduire nos propres enfants à devenir victimes. C'est minoritaire, mais c'est une réalité. C'est ce qu'on appelle le racolage sur le net. Parce que les enfants surfent sur n'importe quel site ou participent à des chats, ce qui est beaucoup plus dangereux, ils peuvent être repérés, puis isolés dans un contact personnel, puis enfin contactés directement par des gens qui aiment les enfants ou qui veulent en tout cas profiter de leur candeur en matière sexuelle. Un père a amené sa fille de 13 ans en consultation chez ma collègue conseillère conjugale. Elle avait noué sur le net un contact dans un site interdit aux moins de 18 ans, bien sûr, mais on tape ce qu'on veut quand on dit son âge. Et dans une conversation nette privée, l'homme lui avait demandé de se déshabiller, bien sûr devant une webcam. Elle l'avait fait. Quand l'homme avait demandé plus, elle a craqué et allait courir voir sa mère. Mais elle n'avait pas pu le faire avant parce qu'elle avait peur. L'homme lui disait qu'il allait faire des représailles si elle ne le faisait pas, puisqu'il connaissait son nom et son adresse. Au passage, je souligne que l'ordinateur était dans la chambre de l'enfant avec une webcam. Une enquête entreprise aux États-Unis en 2000 indiquait que 19% des 1500 jeunes interrogés de 10 à 17 ans avaient reçu des sollicitations sexuelles non désirées sur la période de l'année. Et 3% avaient fait l'objet d'une sollicitation agressive avec tentative de contact direct. Les parents ne sont pas toujours aussi bien informés, ou bien alors ils croient qu'une interdiction suffit, tu n'iras pas sur le chat, ou bien que cela n'arrive qu'aux autres. Un exemple, dans une récente étude en Grande-Bretagne, 31% des jeunes de 9 à 19 ans reconnaissent avoir reçu sur le net des commentaires sexuels non désirés. 31. Et 7% des parents pensent que cela s'est fait. 5% des parents pensent que leur enfant a peut-être donné ses coordonnées sur le net, alors qu'en vérité, 46% des jeunes avaient donné un élément identifiant sur le net. Naïveté des parents, peut-être. Des organismes sont habilités à veiller à la protection des mineurs sur le net, par exemple l'Observatoire national de l'enfance en danger. Des sites sont là pour recueillir les plaintes. En conclusion, enfance et pornographie, malheureusement, ces deux mots qu'on voudrait à jamais dissocier, sont associés de plusieurs manières. Le sujet est vaste. Et pour conclure, dans une réalité chrétienne, même si notre bon sens humain ne suffisait pas à nous mobiliser, je voudrais vous citer ces 3 versets bibliques. D'abord dans Proverbes, « Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, car il s'en souviendra toute sa vie. » Il s'en souviendra. Ensuite, dans l'Évangile, Jésus prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. « Celui qui reçoit un de ses enfants en mon nom me reçoit moi-même. » Et enfin, dans Matthieu, « Toutes les fois que vous ne l'avez pas fait
à l'un de ses plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. Merci. Merci Nicole Devels, merci Michaela. Donc il y a un moment de questions-réponses. J'invite Michaela aussi à venir. Vous avez la parole. Oui. Bonjour, je m'appelle Bernard Biraud et j'aurais une question quasiment de réflexion pour l'assistance, au-delà de ces deux brillants et brefs exposés dont vous nous avez gratifié. Je vais faire un lien extrêmement osé entre les matières sur lesquelles vous travaillez et nos engagements chrétiens. Je suis avocat, j'interviens régulièrement, principalement sur la défense des églises et des ministères et sur les chrétiens. Et comme pratiquement par hasard, si je peux dire, je suis confronté à vos objets d'étude, la pornographie, la pédophilie, l'inceste. Pourquoi ? Parce que très souvent, par exemple dans les questions de divorce, l'un des conjoints, pour tenter de gagner son procès, accuse l'un de pédophilie et l'autre d'être membre d'une secte. C'est récurrent. Donc, lorsque je suis appelé pour défendre le membre d'une église qui, hélas, est dans une procédure de divorce, on a très souvent des questions de pédophilie. Et inversement, lorsque l'un des deux membres est dans l'église et qu'il est le témoin involontaire d'actes de pédophilie, il va y avoir l'accusation inverse. Donc la réflexion à laquelle je souhaiterais que vous puissiez nous apporter quelques éclairages, car je crains qu'on n'ait pas de réponse totale, c'est une question de limite. Une question de limite, bien sûr, lorsqu'on est dans la criminalité la plus odieuse, je crois que les questions ne se posent pas vraiment lorsque nous sommes conscients de l'Évangile et que lorsque nous tentons d'imiter le Christ. La question va se poser plus dans une question en une zone intermédiaire, lorsque je suis personnellement confronté à des enfants, parfois dans une famille chrétienne, parfois les enfants sont eux-mêmes membres d'une église et vont imiter une cassette qu'ils ont vue. J'ai plaidé cela il y a quelques jours à peine, où les enfants ont simplement tenté de reproduire imparfaitement ce qu'ils avaient vu dans une cassette. La question qui se posait dans cette affaire, question de limite, c'est que l'un des enfants était pénalement responsable, car tout en étant mineur, donc inférieur à 18 ans, il était majeur de 14 ans. Et donc, il était possiblement condamnable. L'enfant avait-il été auteur ou non d'agression sexuelle sur un mineur de 14 ans ? J'ai pu faire la démonstration qui me déchirait le cœur, qu'il était lui-même victime. Et donc il a été, dans cette affaire-là, innocenté, mais j'ai d'autres cas très nombreux d'enfants engagés dans des églises qui ont été condamnés pour des actes comparables. Question de limite, car outre les cassettes, nous avons, et j'essaye de les collectionner, mais c'est difficile pour moi, c'est pas mon métier, je pense à une bande dessinée d'un l'éditeur Dupuis, qui en première page montre des enfants d'une bande dessinée, des personnages dont j'oublie le nom tout de suite, et que tous les enfants connaissent. La petite fille a des seins avec des oranges, donc on voit bien des oranges, et le petit garçon a une banane à la place du sexe. Donc tout l'ouvrage est à peu près sur ce tonneau, et je dirais que l'on encourage les petits-enfants à des actes de ce type. Donc question de limite. J'ai un deuxième catalogue que j'utilise beaucoup devant les juges pour enfants, qui est un catalogue de Noël où il y a les jouets, enfin un catalogue de grande consommation qu'on trouve dans la boîte aux lettres. Et la page suivante, on a des godemichés et de la lingerie. Donc question de limite également. Juste un instant pour conclure, car
Ça, je pense que c'est plutôt une question pour Michaela. Et on aurait une deuxième partie sur l'agression de type pédophile. Je renvoie à une réflexion plus globale sur des actes de société. C'est mon temps de parole ou c'est le micro? Je suis heurté, très heurté, quand je vois la Gay Pride, qui hélas défile sous mes bureaux, sous les fenêtres de mes bureaux, à des moments, il y a des heures en plus que je n'ai pas choisies. Et de très nombreux enfants, de très nombreux parents amènent voir leurs enfants ce genre de carnaval, plein de couleurs et de belles musiques, et les enfants regardent ça comme une fête. Je me suis mis à la fenêtre et j'ai regardé, j'ai pas fait d'effort, je me suis simplement mis à la fenêtre, il m'empêchait de travailler tellement que c'était fort comme un bruit. Et ce que j'ai vu était absolument odieux. Voilà, 2 hommes en train de singer un acte sexuel, vêtus simplement d'un string. Je pense que cela relève d'une infraction pénale. Alors, j'invite tous les chrétiens qui le souhaitent à faire un effort face à ce genre de comportement et nous-mêmes à les agresser. J'invite effectivement à former cette agression en application de la loi. Et il y a des lois qui protègent contre ces agissements odieux en protection de l'enfance. Faire constater cela par huissier de justice, mais il faut être plusieurs. Et franchement, faire interdire, ça sera un long combat, mais faire interdire ces agressions contre la population. Donc, c'est compliqué de vous répondre parce que, c'est-à-dire, la question des limites, c'est une question que je considère centrale. C'est une des notions clés, même d'un point de vue philosophique. Mais justement, c'est une notion qui a des significations différentes selon qu'on la prend et on la cadre d'un point de vue éthique, ou si on la prend et on la cadre d'un point de vue juridique. Or, moi, j'ai l'habitude souvent de dire qu'il ne faudrait pas trop mélanger l'éthique et les droits. Et je vous explique pourquoi. Moi, à ma façon, je suis militante parce que sinon, je ne ferais pas le travail que je fais. Je vis à Paris, je travaille à Paris et j'ai vécu les agressions, pas visuelles, c'est-à-dire j'étais agressée pendant des conférences et pendant des colloques, parce qu'il faut bien savoir qu'à Paris, l'élite culturelle, ceux qui ont les pouvoirs, ceux qui ont les pouvoirs dans les médias, qui est peut-être la forme de pouvoir la plus forte aujourd'hui, sont des gens qui considèrent qu'à chaque fois qu'on parle des problèmes éthiques, il s'agit, dans l'expression classique, est le retour à l'ordre moral, le retour de la censure. Or, toute la difficulté dans mon premier ouvrage, donc la pornographie ou l'épuisement du désir, ça a été que moi j'ai essayé de montrer qu'il y avait une différence entre un raisonnement éthique et puis les points de vue juridiques. J'ai essayé de montrer que la censure peut être contre-productrice pour des raisons sur lesquelles je vais revenir. Cela dit, mon bouquin a été censuré d'une façon très simple, c'est-à-dire de ces bouquins-là, on n'en parle pas. Je n'étais invitée à aucune émission, je n'ai eu aucun papier et les rarissimes choses que j'ai eues, on m'a traité A, des réacs, B, des fascistes. Tout ça pour dire qu'une personne qui croit avoir une position assez modérée comme moi n'a pas les droits de parole. Or, vouloir agir d'un point de vue juridique. Alors, une seconde. Avant de venir ça, je vous invite à agir et agresser. Non, là, je ne suis pas d'accord. Hein. Moi, je suis pour réagir de façon différente. Je crois encore beaucoup au pouvoir de la pensée et de l'argumentation. Le problème, c'est pouvoir avoir l'espace pour ça. Moi, je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous, mais je n'ai pas eu beaucoup de possibilités de pouvoir m'exprimer en public.
Or, je crois que vouloir avoir ou recourir à une solution juridique, d'abord, ce serait presque impossible parce que la majorité des gens ne la pensent pas comme ça. Et ensuite, signifierait donner une solution sans expliquer. Je ne vais pas dire qu'on ne peut pas y arriver, mais je suis en train de dire que la première chose, et moi je suis catholique, la première chose aussi en tant que croyant, c'est d'essayer de montrer, moi je l'ai fait d'un point de vue entre guillemets scientifique, avec mes moyens, d'essayer de montrer, d'expliquer pour quelles raisons il y a des vrais problèmes éthiques. Donc moi, je suis convaincue que l'action la plus importante, c'est l'action de l'éducation. D'ailleurs, quand j'ai rencontré des ados, ils étaient très attentifs. C'est-à-dire, au début, il y avait la rigolade, oh là là, une jeune femme qui nous parle de pornographie. Mais puis ensuite, quand ils se sont rendus compte du discours, après ils sont venus, on a discuté, il y a eu un lien aussi personnel, etc. Je pense que la chose la plus importante, c'est vraiment rebâtir un certain nombre de valeurs et recadrer, par exemple, une notion comme celle de liberté. C'est au nom de la liberté que les gens défendent la pornographie, c'est au nom de la liberté d'expression. Or, si moi j'arrive à montrer que cette forme de liberté emprisonne parce qu'elle ne permet pas effectivement l'épanouissement des individus, moi, j'utilise les mêmes valeurs qu'eux pour montrer que ce sont eux qui se mettent dans une position de piège. Si en revanche, je me mets et je dis j'interdis, à ce moment-là, les dialogues s'interrompent. Et en plus, je suis prise au piège parce que pour moi, la liberté, effectivement, c'est une valeur. Mais si j'arrive à montrer que parfois, la liberté des uns, c'est surtout la liberté des plus forts et qui entraîne l'inégalité des plus faibles, parce que ce sont eux qui se trouvent plus au piège. Justement, les actrices porno, les prostituées, les enfants qui sont les plus fragiles, etc. J'arrive, au nom de la liberté, à défendre la vision éthique que j'ai du monde. C'est-à-dire, ça peut paraître sophistique, mais je pense que c'est la seule façon pour ne pas se retrouver devant un mur. Une autre question? Je pense qu'on va passer. C'est très bien. Je pense que c'est une question peut-être qui concerne plus Nicole. D'après tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai relevé 3 points. Comment faire en sorte, par l'éducation que nous pouvons donner à nos enfants, qu'ils soient conscients que notre corps et que nous sommes sujets et non objets. Comment inverser ce processus qui est de la société par l'éducation dans le privé. Comment faire rentrer la sexualité dans le domaine privé alors qu'elle est tombée dans le domaine public, comme on dit vulgairement. Et comment faire essayer de bannir toute attitude de conformisme de la part de nos jeunes et de nos enfants qui est tellement grande et qui est une composante sans doute de ce fléau-là. Merci Dominique. Dans la question, il y a la réponse, c'est-à-dire le dialogue parent-enfant, inévitable. Michaela parlait au niveau national d'un débat pour éduquer aux valeurs, etc. Ce débat-là concernant nos enfants, c'est aux parents de l'avoir. L'école leur assure des cours de biologie qui leur dit comment les corps fonctionnent en matière de reproduction et de façon très poussée d'ailleurs, si vous regardez, comme nous l'a dit l'orateur de ce matin, les gommettes, les gènes, tout ça, ça n'a aucun secret pour eux. Mais on ne leur dit pas du tout que tout ça doit se vivre à l'intérieur d'une relation. Le pornographique, c'est une non-relation, les visages ne sont pas montrés, c'est que les corps. Donc on a à travailler avec nos enfants. Qu'est-ce que c'est qu'être en relation, qu'est-ce que c'est qu'un couple, et peut-être à dépasser en tant que chrétien, là je parle en tant que chrétien évangélique, à dépasser nos propres pudeurs. Ils connaissent des choses et des mots que nous-mêmes, on n'ose jamais employer en tout cas. Et donc, à 1001 occasions, rebondir pour expliquer de quoi il s'agit, pour redonner comme des images pour redire tu as vu ça, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et pour insister sur
les choses qu'on veut les aider à construire. Mais ça, c'est dans le relationnel parent-enfant qui nécessite une grande confiance. Et je dirais, c'est pas seulement au moment de l'adolescence qu'il faut commencer. Parce que là, ils sont rebelles et puis nous, on est mal à l'aise. C'est dès le plus jeune âge qu'il faut instaurer cette confiance sur les questions les plus fortes et les plus secrètes. Et juste une autre chose, pour le débat philosophique que vient de décrire Michaela, je suis tout à fait convaincue au niveau adulte qu'il faut passer par la conviction, l'éducation. Au niveau des enfants, j'aimerais aussi rajouter quand même une protection concrète. Je donne 2 exemples. À mon avis, c'est une hérésie de mettre des webcams sur les ordinateurs à la maison. On n'en a pas besoin et ça donne lieu à beaucoup plus de dérapage qu'à de satisfaction. C'est juste mon opinion. Et puis, l'ordinateur dans la chambre de l'enfant. C'est un détail peut-être, c'est un caprice de la part de beaucoup d'entre eux, justement par conformisme, et je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je vous raconte juste cette anecdote, un couple que j'avais en face de moi, j'ose dire même un couple pastoral, pour dire qu'on n'est pas meilleur que les autres, eh bien, qui disait, ah oui, nous on a 3 ados à la maison, ils se chamaillaient toujours sur l'ordinateur pour savoir qui pourrait prendre la place. Du coup, on a réglé l'affaire, on leur a donné un ordinateur à chacun et la connexion dans la chambre. J'ose croire que ce n'est pas du tout ça la solution. Parce que c'est les mettre dans une captivité totale vis-à-vis de cet écran qui a déjà un pouvoir de captation en lui-même, plus le pouvoir de la pornographie qui est captatrice, comme on l'a déjà dit. En plus, c'est les enfermer dans leur chambre face à ces images, sans aucun dialogue possible et sans aucun contrôle possible. Donc, ce sont 2 petits exemples pour dire oui, dialoguer, c'est l'essentiel, mais en plus, on peut très bien verrouiller un certain nombre de choses. Je ne suis pas du tout experte en informatique, mais on peut aussi verrouiller un certain nombre de sites. On peut aussi prendre des serveurs qui empêchent les spams, empêchent les contacts qu'on n'aurait pas souhaités. Enfin bref, il y a des choses à faire à la fois dans la technique et dans le relationnel. Voilà, si je peux me permettre de rebondir sur ce point, je suis tout à fait en accord avec. Le problème, c'est que quand c'est la responsabilité des parents, effectivement, qui doit être engagée. Parce que souvent, quand il y a une protection, entre guillemets, juridique, on se dit, bon, moi, j'ai plus rien à faire. Ce sont les parents à la première personne qui doivent s'engager. Parce que c'est suffit s'appeler uniquement, faire référence uniquement à des lois, et puis en même temps ne pas être présent, ne pas être à l'écoute, et justement utiliser l'ordinateur pour boucher les trous, etc. C'était surtout ça que je voulais dire. C'était que parfois, s'il y a simplement des interdictions, parce que moi j'ai fait une distinction très importante entre interdiction et interdit. Quand je suis contre des interdictions, je ne vais pas dire que je suis contre les interdits. Les interdits structurent. L'interdit de consommation d'autrui, ça doit être le point de départ pour structurer l'individu. Donc, c'était... Merci. C'est pour Nicole, je crois. Vous êtes pasteur et vous travaillez. Vous faites votre travail, surtout, ce sont des chrétiennes qui viennent vous voir, je crois. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes au courant de ces problèmes de pornographie pour les familles qui ne sont pas chrétiennes? Ou par exemple, un garçon qui a 16, 17, 14 ans, qui est avec une mère, qui n'a pas de père et qui va sur les sites. Est-ce que de consulter ces sites de pornographie, ça inquiète ses parents aussi? Probablement oui, mais est-ce qu'ils sont... Comment ils réagissent? Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui viennent vous voir? C'est facile pour une famille chrétienne mais de venir vous voir, mais pour les autres qui font la majorité. Je n'ai pas d'expérience en la matière concrète. Ce que j'ai l'impression par ce que j'entends autour de moi, c'est que effectivement il y a une banalisation qui fait qu'à partir de 16 ans, mettons, un parent qui n'a pas de valeur morale croyante, on va élargir, va dire bon, c'est pas grave. Parce qu'il y a peut-être une méconnaissance du dégât que cela peut faire. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des discours non religieux, mais simplement philosophiques pour le monde en général. Ce n'est pas au sein de l'Église qu'il faut s'attaquer à ce problème. Bien sûr, il faut aussi au sein de l'Église, parce que, attention, on n'est pas dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont concernés par ces choses. Mais il faut aussi que nous puissions, de manière subtile et forte, faire découvrir au monde en général le danger de ces choses-là. Or, j'ai remarqué un très grand clivage entre pédopornographie et pornographie. Dès qu'on vous parle des petits-enfants, enfin dès que l'on parle des petits-enfants à n'importe quel public, tout le monde est d'accord, c'est scandaleux, c'est l'horreur, le tourisme sexuel, c'est l'horreur, etc. Dès qu'on parle des ados et chez nous, beaucoup plus vague.
Donc là, il y a un vrai travail à faire. Vas-y. Oui. Bah, moi, j'ai une expérience un tout petit peu différente, c'est-à-dire, parfois, les gens les plus inquiets étaient des gens qui n'étaient pas du tout dans un milieu religieux. Moi, j'ai eu des contacts avec l'AFC, donc l'Association des familles catholiques, qui commence un tout petit peu à s'inquiéter du problème, parce qu'en général, chez les catholiques, ce qu'on trouve est, chez nous, on n'a pas de ça. On est dans les dénis de la réalité. Donc, j'ai une expérience un tout petit peu différente. Puis, évidemment, il y a une énorme majorité des gens qui sont dans cette espèce d'idéologie contemporaine de l'ultralibéralisme. Mais ça, c'est justement un problème de fond, c'est-à-dire une question d'un débat de société profond. Oui, j'ai 3 personnes qui aimeraient poser une question, donc je vous laisserai le micro au fur et à mesure. Dans le milieu scolaire, les enseignants souvent répondent, beaucoup de parents démissionnent. Donc l'inspecteur, il se pose la question, nous, l'école, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors moi j'ai une question par rapport à l'éducation sexuelle à l'école. En 3e, on explique tout ce qu'il faut faire pour bien utiliser le préservatif. Mais j'ai relevé, parce que même un gynécologue me disait qu'il est invité pour expliquer tout ce qui est côté sexuel, côté corps et tout ça. Mais j'ai dit, il manque le côté justement que vous avez dit relationnel. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'à l'école aussi on parle de la relation? Parce que je crois que c'est plus important et c'est le côté qui manque. Alors, une chose, tout d'abord, la situation est un tout petit peu en train de changer. Dans l'éducation nationale, il y a des cours de formation pour éducateurs à la sexualité qui justement essayent de se détacher de ces côtés biologiques pour aborder les côtés relationnels. Une personne avec qui j'ai travaillé est Claude Rosier, médecin scolaire, qui est éducatrice à la sexualité, et donc je sais que la situation commence à changer. Je vous donne un tout petit exemple. Ils avaient organisé une journée de formation pour les éducateurs à la sexualité et moi, là, j'étais invitée. C'est-à-dire pour essayer effectivement de se former à un langage différent. Cela dit, et je reviens maintenant sur les négatifs, ce sont des exceptions. Ça, c'est vrai. Et moi, je pense qu'il faudrait, mais ça, je ne sais pas trop comment les mettre en pratique, comment les faire d'un point de vue pratique, il faudrait envisager dans les écoles un espace de parole où des gens formés pas sur la question de la sexualité, parce que la question de la sexualité, c'est, comment on dira, c'est central, mais c'est l'individu, c'est-à-dire ça s'ancre à l'intérieur d'une conception globale de la personne. Donc moi, je ne sais pas trop comment essayer de faire ça, mais je pense qu'il faudrait envisager un espace où la parole des adolescents et des enfants puisse circuler avec des gens qui puissent recadrer un certain nombre de choses. Donc, quelque chose d'un peu différent par rapport aux heures d'éducation à la sexualité. Parce qu'éducation à la sexualité, justement, il n'y a pas une éducation à la sexualité, sinon, encore une fois, on revient sur la liste des choses à faire, à ne pas faire. C'est un discours beaucoup plus global, centré vraiment sur les valeurs. Moi, je reviens beaucoup sur les mots valeurs, sur la question de la liberté, sur la question du désir, sur la présence d'autrui. Ça, ce sont des choses qui manquent malheureusement. Mais c'est aussi, entre guillemets, la faute, par exemple, des enseignants des philo, qu'ils sont toujours en train de faire les auteurs, Hegel, etc., et qui n'ont pas la capacité d'aborder des questions d'éthique contemporaine. Une toute petite réflexion là-dessus. Moi-même, je ne le fais pas, mais mes collègues avec qui je suis en supervision font l'éducation à l'école à laquelle tu fais allusion. Savoir qu'elle s'appelle l'éducation à la vie et à la sexualité. Ce n'est pas seulement la sexualité, et cela dépend énormément de qui le fait. En fait, l'État a laissé le libre choix à l'établissement de faire appel soit au prof de bio, soit à l'infirmière, soit à des gens extérieurs. Alors, moi, je suis avec une association extérieure qui s'appelle Couple et Famille, qui envoie des conseillères conjugales dans les établissements. Et ce qu'elles font, je peux vous dire que ce n'est pas seulement du biologique. Ils font que ça, du relationnel. Et pourquoi vous êtes avec quelqu'un, et qu'est-ce que ça veut dire aimer, et pourquoi on se choisit, etc. Mais, donc, il y a des gens qui le font. En général, ce sont des gens extérieurs aux établissements qui ont ce côté vraiment éducation à la vie.
Donc ça existe, peut-être il faudrait qu'il soit plus sollicité par les établissements à ce moment-là et qu'il y en ait davantage parce qu'on a du mal à répondre à toutes les demandes. S'il vous plaît, merci. J'allais poser une question parce que, excusez-moi, vous parlez des ordinateurs. Je crois que tout le monde n'a pas des ordinateurs, mais il y a la télé qui est le plus encore. Parce qu'une fois, j'ai regardé un homme qui disait que moi, j'ai regardé la télé, après j'avais envie, j'ai violé ma fille. Vous savez, il y a des choses que nous, les chrétiens, je ne sais pas si on n'est pas capable de le faire, des choses pour nous à la télé. Même la journée, on montre ça. Et autre chose, j'ai reçu ma famille qui venait d'autres pays. Quand ils regardaient la télé, ils disaient « Oh, vous en France, ici, tout on montre à la télé. » Je ne sais pas ce qu'est la France. Et puis, autre chose, à l'école, je ne sais pas. Moi, par exemple, ma fille, on donne l'éducation chrétienne. Mais des choses, je sais qu'on peut parler tout ça à l'école, mais je ne sais pas, moi, je vois qu'il est un peu trop. Parce qu'il donne même les préservatifs. Il donne, par exemple, ma fille est partie accompagner ça. Elle m'a dit, j'ai accompagné ma copine qui était enceinte et le médecin a avorté ma copine sans l'accord de ses parents. Vous voyez des choses qui se passent. Et tout ça, on va accepter ça? Je ne sais pas. Il y a trop de liberté. Je crois qu'on peut un peu... Nous, on est aussi l'exemple, nous les Africains, un peu quelque chose. D'une part, l'éducation de nos enfants, ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas, vous pouvez un peu imiter ou bien copier un peu notre façon d'éduquer les enfants. Ici, vraiment, en France, on est perdu parce qu'on sait quoi faire. Vous éduquez votre enfant, vous l'apprenez comment faire. Mais elle est vierge jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais c'est qu'elle prend, elle m'apporte des choses. Elle avait mal au ventre. Des comprimés pour ne pas tomber enceinte. Pourquoi? Pour quelle raison? Et la femme à 18 ans, elle est libre d'aller chez les médecins toute seule. Pour moi, des choses comme ça n'existe pas. Je ne sais pas. Je crois que le chrétien peut faire quelque chose pour ça. Merci. Merci. Votre question est très large puisqu'elle concerne toute l'éducation sexuelle des enfants et le rapport avec la loi, notamment sur la capacité pour un mineur d'aller chez un docteur, etc. Je ne veux pas rentrer dans ces choses-là parce que c'est très vaste. Effectivement, en tant que chrétien, on a une parole à avoir. Mais à propos de la télévision, ce que vous avez souligné en début, ça me semble très important parce qu'en plus, c'est quelque chose qui est soi-disant contrôlé tout en ne l'étant pas. Vous savez que le CSA a normalement droit de regard, mais le mot censure fait fuir la plupart de nos contemporains qui ont le pouvoir. Donc, les films qui étaient dans le temps interdits peut-être à 14 ans ne sont plus, et ceux qui étaient interdits à moins de 18 deviennent vaguement à moins de 14. Donc, il y a une espèce d'escalade en termes de violence et de sexualité permise sur l'écran qui est insoutenable. Franchement, je laisse la question à la salle. Que peut-on faire face à nos postes de télévision? Est-ce qu'il faut se couper de la télévision parce qu'elle peut apporter le pire dans nos foyers? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut agir sur le CSA et la censure? Je suis moi-même comme vous, particulièrement en colère devant le nombre de bêtises au sens très fort du terme qui peuvent être véhiculées par la télé et cette télé qui est chez tout le monde et regardée de façon massive. Alors, je partage votre colère, j'ai pas d'armes. Une toute petite chose que je peux dire vis-à-vis des parents, sans les culpabiliser, parce que je suis moi-même mère de 3 enfants, je sais aussi qu'on a besoin de leur faire plaisir. C'est une vigilance et un contrôle de cette télé. On a trop eu tendance à se servir des écrans, de la télé et du reste, comme babysitter. Du fait de l'absence des parents au foyer, c'est les écrans. Les enfants ne sont pas malheureux, un paquet de bonbons et la télé, et voilà.
et on les a laissés s'ingurgiter de toutes sortes de choses complètement fausses avec cette télé. Donc si on peut éteindre la télé à chaque fois qu'on est ensemble, montrer qu'on a une position sur une émission qu'on regarde avec eux en disant bah, tu vois, on regarde ça, et ben ça nous montre bien tout ce qui est décrit là, c'est contre nos valeurs chrétiennes. Donc en parler, éteindre le poste, et ça on le regarde plus. Et voilà, c'est une éducation au quotidien, ou alors vous pouvez choisir de passer la télé par la fenêtre. C'est une possibilité, mais moi je serais moins radicale, je serais plus pour une éducation à la gestion, à la responsabilité. Mais je suis d'accord avec votre colère, et je trouve qu'on est dans un monde difficile, qu'il y a beaucoup de chances matérielles, mais on est dans un monde difficile parce qu'on est sans cesse confronté à des tentations, on va appeler ça comme ça, et on est sans cesse agressé par des choses qui ne correspondent pas à nos convictions, mais je dirais même dans la rue, devant les photos de pub de femmes nues avec leurs strings, on est partout, tout le temps choqué et tout le temps en décalage. C'est notre lot ici en France, à notre époque, en tant que chrétiens. Continuons d'être en colère et voyons ce que notre colère peut faire de constructif. Oui, je vais vous donner la parole à tous ceux qui ont des questions et puis on va les laisser répondre globalement puisque on arrive à 12h30. Mais j'aimerais rajouter, j'ai fait 13 années de suite des festivals du film chrétien et donc je suis sensible à l'image et j'ai appris aussi à lire un peu l'image. Je crois que les jeunes ne savent pas lire l'image. Ils le reçoivent en plein de tronche, et puis déjà là, il y a un problème. Ensuite, je pense qu'avec nos enfants, quand ils étaient petits, on a assez bien réussi, je dirais, parce qu'on a une cassettothèque assez importante de films et de dessins animés qu'on trouvait bien. Maintenant, pour les ados, c'est différent, parce qu'ils vont voir des films chez le copain, ou bien ils ramènent des CD à la maison. Donc c'est différent. D'où l'importance d'apprendre à décortiquer, à lire, à parler de l'image et pas seulement à le recevoir. Bon, voilà. Alors, ceux qui ont des questions, je vous laisse la parole et je vous propose de répondre globalement après. Merci. Oui, une toute petite chose, j'ai enseigné la SVT en milieu public et en milieu chrétien. J'ai eu la chance de participer à un projet de collège chrétien. J'ai eu beaucoup plus de liberté pour dialoguer avec les élèves et de remettre toute cette sexualité dans le cadre de la relation. C'était une grande joie pour moi. J'ai essayé aussi de l'appliquer dans le milieu public, mais évidemment, je ne pouvais pas parler du Créateur et je ne pouvais pas parler de ce qu'il pouvait faire pour nous et de la façon d'aborder les choses sous cet angle. Ça suscitait souvent des sourires, mais tant pis, j'ai persévéré. Ensuite, je me dis que le métier le plus difficile, c'est celui de parent. Or, bien souvent, on n'a aucune formation pour ce métier. Alors, c'est ma question. Qu'est-ce qu'on peut faire dans nos églises pour nous préparer? J'ai eu ce genre de réflexion d'une maman à qui je disais, parce qu'elle était offusquée de cette partie du programme en SVT, je lui dis, mais quand votre fille a 12 ans, quand elle va aborder le moment où elle va être formée, vous allez lui expliquer ce qui va lui arriver, sinon elle va être angoissée, elle ne va pas comprendre, ou elle l'apprendra de façon très sale par ses camarades. Elle dit, absolument pas, il n'est pas question. Donc dans nos milieux chrétiens, il y a encore ce genre de réaction. Nous sommes passés d'une époque où on ne disait rien aux enfants, c'était le cas pour mes parents, à une époque où on montre tout aux enfants. Alors, comment former les parents pour qu'ils aient des réponses pour leurs enfants et une information solide? Merci. Est-ce qu'on ne peut pas considérer la pornographie comme une forme de déshumanisation à travers de la relation sexuelle? Et est-ce qu'on ne peut pas faire le lien entre cette forme de déshumanisation avec d'autres formes de déshumanisation, telles que, vous l'avez déjà cité, donc les abus sexuels dans l'enfance, mais aussi d'autres négligences ou abus, en particulier émotionnels? Parce que plus l'enfant n'est pas en lui-même, est à la recherche de la vraie vie, plus il sera attiré par la pornographie, par une pseudo-vie. Il y avait une autre question ? Florian ?
Merci beaucoup de vos deux riches exposés. Juste encore un mot peut-être, puisque ça sera votre dernier mot un peu de conclusion. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, il y a plusieurs fois le mot colère qui a été prononcé, et je comprends votre réaction, Madame Marzano, de dire il ne faut pas trop aller du côté de la censure ou de l'interdit. Mais en même temps, on a beaucoup parlé de la responsabilité des parents, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup sur nos épaules, mais en même temps, face à cette colère et face à ce qu'on nous impose un peu, Nicole l'a aussi bien souligné, est-ce qu'on peut quand même pas... Des fois, on est un peu naïf et on ne sait pas trop que faire et on a aussi une légitime colère à prononcer face à tout ça. Donc, est-ce qu'on peut avoir quelques pistes concrètes? J'ai été impressionné, comme vous êtes docteur en philosophie et chercheuse au CNRS, et vous avez dit « on ne me laisse pas la parole », en gros. Et moi, je suis un peu triste quoi, à la fin de cet atelier en disant « mais est-ce qu'on va vraiment rien pouvoir faire quoi? Est-ce qu'on ne peut pas être un peu plus musclé et faire sortir quand même notre colère sur une forme intelligente ?» Alors oui, je fais une réponse regroupée. Je commence avec les derniers détails qui m'amusent. Le problème, c'est que oui, docteur en philosophie, chercheuse au CNRS, mais vous savez, la façon de faire circuler ces idées, c'est prendre la parole en public et avoir la circulation de ces bouquins. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour un système assez... on est dans une commercialisation, donc les bouquins aussi, comme tous les produits, s'ils ne vendent pas, ils disparaissent. Donc, quand j'ai dit que mes bouquins, parfois, ont été tués, c'est parce qu'étant donné qu'il y avait les silences de la presse, les gens ne savaient même pas qu'il avait été publié, et donc, après quelques jours, ils disparaissaient des librairies. Et c'est tout ça. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est écrire. Ce n'est que par mon écriture et ma parole que je peux essayer de former. Et comme ça, je réponds aussi à la question des parents. Il y a une façon de se former. Moi, je crois beaucoup à la lecture. Il faut lire aussi. Il faut et éventuellement à rencontrer des gens et échanger ses propres expériences. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le dévoiler. Et tout ça, alors je me permets de façon narcissique, avant de répondre à la question qui est très importante, qui a soulevé le monsieur, c'est que, donc justement, pour un approfondissement d'un certain nombre de questions, je me permets de renvoyer à mes ouvrages. Moi, j'ai écrit en français, pas en italien, parce que... un premier ouvrage qui s'appelle Penser les corps, publié au PUF, où j'aborde un certain nombre de questions éthiques liées au corps. Puis il y a La pornographie ou l'épuisement du désir, publié en 2003 chez Boucher-Chastel. Alice au pays du porno en 2005, publié chez Ramsay. Et là, je viens de commencer à diriger une collection, ça c'est très important, chez Autrement, des livres autour du corps. Donc il y en a 4 qui sont sortis le mois de mai, qui n'ont aucune publicité, mais où il y a effectivement ces regards éthiques sur un certain nombre de questions contemporaines. Et puis j'annonce que j'ai écrit cette année, je me suis concentrée sur la question de la fidélité. Et ça, c'est les bouquins auxquels je tiens le plus, qui va paraître en septembre chez Boucher-Chastel. Alors, je viens à la question de la déshumanisation. C'est la chose la plus importante. C'est-à-dire, alors, effectivement, dans la pornographie, il y a déshumanisation parce qu'il y a réduction de l'individu à chose. Ce n'est pas l'unique domaine où il y a cette déshumanisation. Et souvent, ce qui attire vers ce genre de représentation ou ce genre d'attitude, c'est parce que justement l'enfant, au tout début, n'a pas été reconnu comme un sujet. On parle beaucoup de la culture, des images, etc., mais combien de fois l'enfant arrive dans une famille et c'est l'objet des mamans et des papas. L'enfant est un sujet et pour pouvoir prendre en main sa vie en tant que sujet et devenir sujet des désirs, il doit être reconnu comme un sujet tout d'abord chez les parents. Vous savez, moi, il y a le côté colère, mais il y a aussi le côté compassion pour beaucoup de choses. D'ailleurs, je n'avais pas le temps, mais en fait, ce qu'on voit si on analyse les images pornographiques, c'est qu'il y a l'effacement des 3 digues psychiques dont nous parle Freud. La pudeur, les dégoûts et la compassion. Alors moi, je pense que la compassion, elle est très importante. Beaucoup de gens qui se retrouvent dans des situations qui peuvent nous choquer sont des gens qui n'arrivent pas à se considérer comme des sujets. C'est très difficile parce que pouvoir se reconnaître comme sujet signifie qu'on nous a reconnu quand on était tout petit, quand on était des bébés,
comme des sujets et pas uniquement comme des objets, par exemple, à remplir de nourriture. Donc, s'il y a une responsabilité des parents, c'est à partir du tout début, reconnaissez vos enfants comme des sujets. Merci. Sur la question, on ne va pas sortir d'ici sans rien faire. Bien sûr, la colère n'est juste que si elle est productive de fruits intéressants. Je pense que à la fois le problème devient très grave et banalisé par quelques-uns, et à la fois une certaine prise de conscience a lieu. Je vous ai cité des textes internationaux en ce qui concerne la pédopornographie. Je crois qu'il y a une réelle volonté maintenant internationale de lutter contre ces fléaux, aussi bien du tourisme sexuel que de ce qui se passe sur le net. Il vient d'y avoir, en 1996 à Stockholm, un grand congrès, le premier congrès mondial contre l'exploitation des enfants à des fins commerciales. Je crois qu'on est dans la société du pire et du meilleur et qu'au niveau politique, il y a aussi des gens qui veulent vraiment lutter. En ce qui concerne un petit détail très concret, si vous voulez prendre note de ça, tout ce qui se passe sur le net et qui vous semble hors la loi ou mauvais, vous le signalez à un site qui s'appelle www.pointdecontact.net. Ce petit sigle devrait être présent sur vos écrans presque pendant tous vos déplacements sur la toile. C'est un site qui permet de se plaindre de tout ce qui peut vous paraître suspect. En dehors de ça, par exemple, il existe un B2I. Alors là, on va voir ceux qui connaissent, c'est les spécialistes d'informatique, non? Ça va, je n'étais pas si ignare que ça avant, alors. Brevet informatique et Internet, c'est une espèce de formation, on va appeler ça un permis de conduire, qui est délivré pour aider les jeunes à s'y connaître, comme ça, en dehors de la scolarité propre, hein, B2I. Et donc, il y a par exemple la Fondation CEL qui propose que ce B2I ne soit pas seulement technique, mais aussi morale, pour expliquer aux jeunes qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut faire sur le net pour les protéger. Enfin, au niveau de nos églises, je crois qu'il nous faut sortir de deux pièges, mais on est en train de le faire, donc je n'ai pas à vous dire ce qu'on fait, parce que déjà, ce que je voudrais dire, c'est que c'est extraordinaire pour moi d'avoir en plein cœur d'un congrès avec des sujets à la fois récurrents comme avortement, euthanasie et un chapeau très large sur l'éthique, d'avoir quand même trouvé la place pour mettre justement ce lieu sur la pornographie et l'enfance. C'est la première fois que je vois ça et je trouve ça fondamental. Donc, un des encouragements qu'on pourrait se dire ensemble, c'est qu'il faut que ça continue. Il faut qu'on continue d'en parler dans nos lieux divers et variés d'associations, dans nos familles, dans nos églises. Et là, nos églises, il faut qu'elles échappent à deux dangers. Un qui serait de croire que de toute façon le mal remplit la planète et à la limite, plus il y a de mal, plus on sait qu'il faut être sauvé. Excusez-moi, mais j'ai un peu des fois entendu ce genre de discours. Et puis, à l'extrême inverse, c'est de dire oh, mais de toute façon, ça ne concerne pas nos églises. Aucun chrétien ne visite un site porno. Ben, je suis désolée, ce n'est pas vrai. Et en discutant en conseil conjugal avec des personnes croyantes et en voyant ce que l'un ou l'autre homme peut dire sur les films X, en découvrant, étonné que sa femme n'aime pas ça, eh ben, je peux vous dire qu'il y a une éducation à faire, vraiment, 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 et pas seulement auprès des jeunes, auprès des adultes confirmés. Donc, nos églises ont un travail pour parler, pour sensibiliser, et aussi peut-être, dernier point, la compassion dont vous parliez, pour accueillir. Et quelquefois, là je parle aux pasteurs, nous sommes confrontés à des situations d'écoute pastorale où des drames très lourds viennent être déposés. Pour ça, il faut qu'on soit formé, il faut qu'on soit prêt à entendre, il faut qu'on soit prêt à accueillir sans jugement, mais pour considérer qu'à ce moment-là, chaque personne qui a été agressée par le mal est aussi une victime et pour pouvoir l'accompagner dans un chemin d'espérance. Voilà, merci. Merci beaucoup à nos deux conférencières. Nicole Devels, vous l'entendrez ce soir en partenariat avec Michel Jonner. Et puis, Michaela, nous
nous fait l'honneur d'avoir écrit des livres. Alors, plusieurs ont été commandés. Malheureusement, il n'y en a qu'un seul qui a été envoyé, qui est ici. La librairie à l'extérieur vous propose, pour ceux qui aimeraient en commander, de mettre vos références et de payer, et ils vous seront envoyés sans frais de port. Alors, celui qui est disponible directement, c'est Alice au pays du porno. Celui-là, vous le trouvez à l'extérieur. Et puis un autre, un peu plus ancien, La pornographie ou l'épuisement du désir. Donc celui-là, vous pouvez le consulter, il appartient à un congressiste. Merci. Il y a une pause maintenant. Bon appétit et profitez bien de cette pause.